cette émission traite d'un sujet adulte pouvant heurter la sensibilité de certains téléspectateurs. Nous tenons à vous en aviser. Bonsoir, bienvenue à Dossier. Notre document de ce soir, c'est du jamais vu, jamais entendu. La confession d'un meurtrier sexuel. L'histoire d'un homme, ou plutôt le voyage dans l'univers mental d'un criminel de la trempe des Bernardo ou Ferreira. Il s'appelle Gervais Fortin, il a 44 ans. Il a agressé et martyrisé 8 femmes. Il a même tué sa dernière victime. Heureusement, les sadiques de ce genre ne sont pas nombreux. Mais ce sont eux qui terrorisent les femmes parce que justement, ils s'en prennent le plus souvent à de parfaites étrangères, sans raison apparente. Et leurs crimes sont toujours d'une violence absolument révoltante. Voici donc le face-à-face qu'ont préparé François Stanton et Nicole Tremblay. Port-Cartier, un pénitencier fédéral à sécurité maximale sur la côte nord du Québec. Une forteresse pour des prisonniers qui ne sont pas bienvenus dans la population carcérale dite normale. Ici, le tiers des détenus sont des agresseurs sexuels, dont la plupart purgent de très longues sentences. Ce matin du 5 novembre, nous nous apprêtons à rencontrer un meurtrier sexuel qui s'est porté volontaire pour nous accorder une entrevue à visage découvert. Gervais Fortin, 44 ans, originaire d'Alma, au Lac-Saint-Jean. Sa feuille de route nous donne froid dans le dos. Coupable de 8 agressions sexuelles graves, dont un meurtre prémédité, Gervais Fortin purge une sentence vie et des peines concurrentes qui, mises bout à bout, totaliseraient près de 130 années de prison. Je sais qu'il y a bien du monde qui vont voir à la TV. Je pense surtout aux victimes, aux parents et les proches des victimes qui vont m'avoir la face. Ce ne sera pas facile pour eux autres, et ce ne sera pas facile pour moi non plus. Je l'ai faite dans le but de montrer qu'est-ce qui peut se faire à l'intérieur des murs pour des personnes comme moi. Des personnes comme lui, des monstres, diront certains. Pourtant, l'homme avec qui nous avons rendez-vous a l'air tout à fait inoffensif. Il répondra même posément à toutes les questions, comme s'il était soulagé de se délester du poids de ses pulsions, de ses crimes et de ses victimes. En tout, j'en ai, je pense, avec celle d'aujourd'hui, je pense j'en ai 8. Déjà une, c'est trop, là, mais 8. Pourquoi? J'aurais pu en faire 20, j'aurais pu en faire 50. Comme je disais, moi, c'était par période. Ça arrivait surtout à l'automne, entre septembre puis décembre, mais il y avait le temps d'accumulation aussi, là. Ça pouvait prendre 6 mois, ça pouvait prendre 1 an, ça pouvait prendre 2 ans. Tu sais, avant que le presto soit trop plein, tu sais, ça prenait quand même un certain temps. Tu n'avais jamais pensé aux victimes? Non. À leur souffrance? À cette époque, non. Moi, à cette époque, c'était mon plaisir personnel à moi, comme vous avez dit tantôt, là. Le contrôle, puis tout ça, là. Non. L'empathie des victimes, je ne l'avais pas en tout, à cette époque. Les victimes pleuraient, criaient, vous suppliaient, sûrement? Oui. Oui. Vous vous en souvenez? Pour certaines, oui, mais pour toutes, non. Je pas, Vous étiez insensible à ça? Oui, j'étais insensible, oui. Où est l'erreur? Où est la faille dans l'être humain qui nous tient de tels propos? Un homme à la fois banal et terrifiant. Et c'est ça qui est complètement troublant. À qui avions-nous affaire? Nous avons cherché à comprendre en retournant d'abord dans son environnement familial au Lac-Saint-Jean, où vivent encore ses parents adoptifs. Monsieur et Madame Fortin ont accepté de nous recevoir, même si pour eux la démarche était pénible. De classe moyenne, ils n'ont rien d'un père et d'une mère dénaturés, bien au contraire. Tous deux se souvenaient, comme si c'était hier, de ce bébé de 9 mois qu'ils étaient allés chercher à la crèche en 1953. Il se cachait quand il arrivait à la maison, il se cachait. Il voulait pas manger, il voulait pas... Il était tranquille quand je le mettais dans sa chambre toute seule, là, parce que je laissais un petit coin pour voir. Là, il était tranquille.
il souriait, puis aussitôt que j'arrivais, il mettait sa main. Une période Ça a d'adaptation. duré 15 jours. 15 jours. Je trouvais qu'il faisait pitié, puis pas moyen de... Il prenait sa bouteille parce qu'il était caché dans la jambe. Il mangeait plus de manger, il avait complètement arrêté de manger. Gervais était un enfant agité, disent-ils. Mais depuis le temps qu'ils cherchent tous les deux à comprendre, ils n'arrivent pas à mettre le doigt sur ce qui a pu engendrer chez lui tant de cruauté. Durant son enfance et son adolescence, leur fils n'a manqué ni d'argent ni d'attention. Pas de vices cachés non plus chez les Fortin, ni violence, ni inceste. J'avais toujours peur qu'il se fasse mal, j'avais toujours peur. Il a voulu jouer du hockey, j'avais trop peur qu'il se fasse mal. Ça, je me dis que je l'ai trop couvé, qu'on appelle. Mère poule. La poule. Moi, je n'étais pas un enfant. C'était pas mon rôle. C'était pas mon rôle, d'abord. Puis, j'allais très bien avec. Je refusais pas grand-chose. Peut-être passé. Peut-être pas assez. Peut-être pas, tu sais. C'est la question que vous vous posez des fois. Bon, on n'avait pas beaucoup. On n'avait pas beaucoup d'enfants. On pensait de bien faire, puis des fois qu'on faisait mal. Mais j'ai eu une très bonne relation avec mes parents. Ils viennent m'avoir ici, puis j'ai pas un mot à dire contre eux autres. Puis, ils m'ont inculqué des valeurs qui me permettent justement de survivre dans ce milieu-là aujourd'hui. Puis ça, c'est gros, ça. Donc vous diriez pas que vous avez manqué d'amour? Ah non. Jamais. Jamais. J'ai eu des très, très bons parents, puis... J'ai deux sœurs aussi que... J'ai deux sœurs que j'aime beaucoup. Ses sœurs ne veulent plus le revoir. Il demeure tout de même attaché à sa famille adoptive. Par contre, il insiste à maintes reprises sur la fureur qu'a toujours engendré chez lui le fait d'avoir été abandonné par sa mère biologique. J'ai su assez jeune que j'avais été adopté, puis qu'est-ce que ça signifiait. Là, j'ai vécu le phénomène de rejet. Moi, je disais, j'ai eu une maman qui m'a fait, mais j'ai eu une maman qui m'a rejeté aussi. Là, ça m'a blessé profondément aussi. Et qu'est-ce qu'il disait quand il avait envie de voir sa mère? Est-ce qu'il était enragé contre le fait qu'elle... Est-ce qu'il y avait de la rage en lui? Est-ce qu'il y avait juste de la curiosité? Non, je pense qu'il n'y avait pas juste de la curiosité. Il s'était pas... il rageait pas après, là, mais, tu sais, il disait... Je voudrais bien rencontrer ma mère, mais par ses yeux, on voyait que... Ça lui faisait beaucoup de peine. Il lui en voulait, quelque part. Et lui en voulait, je pense. Pour les personnes extérieures, à l'extérieur de moi, là, de mon aide, ils vont dire, Gervais, c'est un petit gars qui était jeune, bien heureux, puis, tu sais, il pétait le feu, puis tout ça. Mais en dedans, je souffrais, mais je le laissais jamais pareil. Quand j'avais un trop-plein, vraiment, là, c'est que, là, je partais, je m'en allais dans la chambre de ma soeur, puis ça, je faisais tout ça en cachette. Là, je prenais une poupée, je la déshabillais, je lui donnais des coups de poing, je la tirais après le mur, puis ça me soulageait. Je la rhabillais, puis je la mettais dans le petit carrosse à ma soeur. Ça, c'est vrai, mais la poupée, tu sais, les enfants, il venait beaucoup d'enfants. La poupée, moi, je me suis pas occupée tellement. Juste après qu'il me l'a dit, là. Tu sais, il perçait la poupée partout, là, puis il bariolait de crayons. Puis, donc, vous vous souvenez de cette poupée qui était bariolée? Oui, ma fille aussi s'en souvient plus que moi. Madame Fortin se sent coupable. A-t-elle été trop contrôlante ou son mari trop distant? Aurait-elle pu faire mieux ou davantage? Mais faisait-elle fausse route? Faisions-nous fausse route en cherchant des explications dans le milieu familial? Pour y voir plus clair, nous nous sommes tournés vers un psychiatre, Jocelyn Aubu. À l'Institut Philippe Pinel de Montréal, il a côtoyé des dizaines d'agresseurs sexuels aussi violents que Gervais Fortin. La rage semble venir de l'intérieur de ces gens-là. Les explications quant à des relations familiales perturbées sont certainement pas suffisantes pour expliquer l'intensité de la rage que ces gens-là peuvent avoir. Il y a des milliers et des milliers d'enfants qui sont éduqués dans des milieux beaucoup plus sévères, beaucoup plus perturbés, beaucoup plus carencés. Il y a des milliers et des milliers d'enfants qui sont exposés à des modèles de violence autrement plus violents qu'eux. Et la très très grande majorité de ces enfants-là ne deviennent pas eux-mêmes un jour violents, en tout cas pas d'une rage ou d'une intensité
pour détruire un être humain comme les meurtriers sexuels vont le faire, par exemple. Jusqu'à ce jour, plusieurs hypothèses ont été avancées sur les origines du comportement des violeurs en série. Écoutez, vous voyez avec Krafft Ebing, un livre qui a été écrit il y a plus de 100 ans, que c'est pas d'hier qu'on cherche des explications par rapport aux meurtriers sexuels, aux agresseurs sexuels. Certains vont avancer, par exemple, des hypothèses génétiques. Peut-être est-ce qu'on, ces gens-là, dans leur cerveau, y a-t-il des gènes ou des substances ou des dysfonctionnements cérébraux majeurs qui vont déclencher une rage importante, hors de proportion par rapport à une situation qui, somme toute, est relativement anodine, banale. Mais on est dans le champ d'hypothèses. Peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 50 ans, on le saura. Ce sont des hypothèses, qu'elles soient biologiques, psychologiques, sociales, qui sont bien intéressantes, qui sont un petit peu rassurantes parce qu'on est confronté, au fond, à une angoisse épouvantable. Il faut l'avouer, on ne sait pas véritablement pourquoi ces gens-là développent en eux cette rage fondamentale et ça nous angoisse. Et on cherche à pallier cette angoisse-là en se trouvant des explications comme ça à gauche et à droite, mais qui sont loin d'être satisfaisantes, en tout cas dans l'état actuel des sciences. Comme tous les êtres hors normes, les sadiques sexuels demeurent encore une énigme pour la science. Ils ne sont pas faciles à détecter non plus. Passés maîtres dans l'art de cacher leurs pulsions, ils parviennent facilement à leurrer leur entourage. Moi, j'ai été marié pendant 15 ans, puis je vais vous dire que je suis un homme de maison. Je fais le ménage, je fais le lavage. Pendant 15 ans, ma femme n'a jamais fait un grand ménage. Ça arrivait des fois que mon épouse arrivait et elle était fatiguée, puis là, je la voyais, tu sais, qu'elle était fatiguée. Là, je faisais couler un bon bain, un bon massage, des fois, au rein, là. Après ça, je préparais le souper, des choses de même, puis, tu sais, elle se reposait. L'affection qu'il avait pour son épouse ne l'empêchait pas d'entretenir des fantasmes de violence envers les femmes,